Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Pokémon Écarlate et Violet et du fait que l'on a en quelque sorte 1 à 2 années de pause sur pas mal de choses, parce que j'ai vu plusieurs vidéos dont Fildrong, quoique j'ai l'impression qu'on se parodie avec une Sifano sur le fait que Pokémon est mort. Enfin, mort, je trouve que c'est un terme bien trop fort parce que c'est encore vie pour le moment. Là, les spin-offs avancent. J'ai plutôt envie de dire que plutôt qu'une année morte, c'est une année de pause qui est à la fois nécessaire pour revenir, comme il l'avait dit dans sa vidéo, du Covid, essayer de redistribuer les cartes de nouvelles générations et de jeux, réadapter les différentes sorties de façon à ce que les jeux soient moins brouillons qu'ils ne l'étaient. Car Écarlate et Violet a beau être bien sur de nombreux points. Bon, personnellement, j'ai pas vraiment eu beaucoup de bugs en jouant. Est-ce que c'est dû à une différence de jouer sous format console et format de de poche ou format console de salon? Je me pose la question honnêtement, parce que j'ai surtout joué sur format console de poche avec Pokémon Écarlate et Violet et bon, je vais pas dire que j'ai jamais eu de bug, il y en a eu un ou deux, mais pas autant que ce que les gens ont semblé penser. Donc voilà quoi, moi cette année de pause ne m'inquiète pas plus de ça, surtout que s'ils veulent sortir un truc, ils peuvent très bien annoncer une deuxième vague de DLC si besoin pour Pokémon Écarlate et Violet, en mettant tous les Pokémon qui ne sont pas encore dans les jeux. On a déjà vu Pokémon Go ajouter Meltan dans son propre jeu plus que dans Pokémon Let's Go. Donc bon, ça peut se reproduire, on n'est pas à l'abri de bonnes surprises. Et puis honnêtement, va y avoir un Pokémon, je pense personnellement qu'il y aura un Pokémon présent en août, contrairement à ce que disent les gens en juillet, parce que j'ai regardé la liste des différents Pokémon présents diffusés par rapport aux différentes années, et ça fait 2 ans où c'était en août, donc on peut s'attendre à avoir quelques nouvelles en août. On va donc pas la peine de s'inquiéter. Et puis à mon avis, je pense surtout que les gens ragent un peu que il n'y ait pas de nouvelles sur ZA que d'autres choses quoi. Donc bon, après ZA, oui c'est bien qu'ils aient avancé, oui il y a des avantages etc. Cependant, à voir ce qu'ils vont donner sur le jeu, parce que là, on voit qu'ils prennent le temps de poser les choses, etc., de réorganiser les choses. Mais ça, c'est un truc qu'ils avaient déjà commencé il y a 1 ou 2 ans, même si ça se voyait pas forcément sur les jeux vidéo, ils ont déjà commencé un petit moment à le faire. À travers, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas vraiment eu de film Pokémon en lien avec l'anime comme il y a eu. Donc ça, ils ont commencé à ralentir la machine depuis un moment, quoi. Mais bon, nous ne sommes pas à l'abri d'autres surprises. Donc bon, voilà à peu près les nouvelles plus ou moins. Après, j'ai dit que pour Écarlate et Violet, ils pouvaient rajouter un DLC avec les différents Pokémon, etc. Mais ils peuvent rajouter aussi les capacités Z, les méga évolutions et le Dynamax Gigamask. Parce que vous allez me faire croire que la méga évolution, bon, c'est plus pratique à utiliser à travers toutes les régions du monde, etc. Que les capacités Z, on voit clairement Sacha les utiliser dans d'autres régions dans l'animé. Donc bon, voilà quoi. Et vous allez me faire croire que les Galarions, que Eternatus qui a mis fin à une nuit noire que Sacha et Tarak ont enclenché dans l'animé en s'affrontant, est pas capable de distribuer les Galarions à travers le monde, surtout quand on voit qu'on peut le retrouver dans d'autres régions, quand on voit qu'on peut retrouver certains légendaires, donc sans doute, dont Eternatus dans d'autres régions, que l'on peut pas utiliser le Dynamax dans d'autres régions. Stop, faut arrêter là.
on voit très bien que c'est tout à fait possible. Et là, rajouter les différentes mécaniques, la série compétitive risque d'être bien relancée et on va avoir les rageux stratégiques qui va dire mais c'est n'importe quoi. Et puis honnêtement, pour faire gagner au moins 1, si ce n'est 2 ans, c'est la meilleure chose à faire, quoi. Sans oublier que là, avec Zelda, on va sans doute avoir de nouvelles méga évolutions. Ça, j'ai pas trop de doute là-dessus. Donc bon, voilà quoi. D'ailleurs, revenons-en aux différentes mécaniques, parce qu'il y a quand même quelques trucs intéressants à dire. J'ai regardé des vidéos Pokémon surcoté, bref, où je trouve... il y en a qui sont bien faits, autant d'autres, c'est dans l'abus total, parce que surcoté, sous-côté, déjà, j'aime pas ça, quel que soit l'anime manga. Bon, et puis comme disaient certains collègues de travail, alors honnêtement j'ai réfléchi et j'arrivais pas sur le coup à trouver de réponse. La question était pourquoi Pokémon part et revient tout le temps, je comprends pas. Voilà la question qui m'a été posée. Moi je lui aurais dit actuellement que le fait qu'on ait changé de personnage principal, moi je pense plus, j'ai répondu sur le coup. Désolé, je me mélange les pinceaux parce que j'ai d'autres choses en tête. J'ai repensé sur le coup que pour moi c'était principalement en lien avec l'anime Pokémon ou les mangas Pokémon. Mais faut pas oublier qu'il y a aussi le jeu de cartes Pokémon qui agit aussi énormément. Et on est beaucoup en tant qu'adulte à avoir commencé Pokémon en étant enfant, d'avoir grandi avec. Donc Pokémon, ça va. Et puis on voit que c'est un truc transgénération, trans-époque même, comme disaient certains. J'ai reparlé de ça avec d'autres personnes qui m'ont dit oui, mais Pokémon, c'est une des œuvres trans-époque. Donc bon, on est assez... il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir là-dessus. Je tenais et donc voilà à parler de ça rapidement, donc bon voilà quoi. Et puis rabaisser les méga évolutions, Capacité Z, Dynamax, Terra Crystal à juste Digimon et Yu-Gi-Oh! Stop, ça va 5 minutes. Les méga évolutions, ils voulaient pas de base ils voulaient pas et on va commencer d'ailleurs par elles. Les méga évolutions, oui, ça a un léger côté Digivolution, mais c'est pas uniquement ça. On vous rappelle les transformations, la mode des transformations qui a lieu dans quasiment tous les animés mangas. Gon adulte, le Super Saiyan 4, le Super Saiyan God, les Bankai, la Dragon Force dans Fairy Tail, bref, j'en passe et des meilleurs. Non, il n'y a pas qu'une inspiration, on dit. T'as ce côté élu à travers la méga évolution du personnage principal et des transformations spécifiques. Et c'est renforcé en plus avec la synergie. Surtout que la synergie, ça fait combien de générations avant l'arrivée de la méga évolution qu'on nous parle du lien très important entre humains et Pokémon? Donc vous allez me faire croire que là, on met en avant le lien humain-Pokémon, et ça fait et ça continue d'être mis en avant avec les autres mécaniques, où il avait été dit à un moment que de base, il voulait que toutes les mécaniques soient basées sur le lien amical humain-Pokémon. S'il n'y a pas de lien amical, les mécaniques perdaient en puissance. Mais ça, à mon avis, on le verra beaucoup plus dans l'animé ou dans le manga, voire... mais pas forcément dans les jeux vidéo, parce qu'il faut bien stater tout ça, et ça risque de poser trop de problèmes par la suite. Passons à présent aux capacités Z que beaucoup n'aiment pas forcément, et là, bon, il y a vraiment une difficulté à trouver là-dessus quelles peuvent être les sources. Et non, ce sont littéralement les attaques ultimes, que ce soit le Genkidama dans Dragon Ball, l'ultime Getsuga Tensho dans Bleach, parce que bon, c'est pas forcément que la méga évolution, les transformations, ça peut être aussi une technique ultime. Le chant des Lucines dans Symphogear, les nobles fantasmes dans Fête. Donc bon, voilà quoi, on a de la marge là-dessus.
Faut arrêter. Comme vous, là, je vous ai déjà montré que c'était pas que ça. Passons à présent au Dynamax Gigamax. Et là, ça va rager. Et si je vous parlais pour le Dynamax et le Gigamax de l'attaque des Titans, de la mode Kaiju qui a eu lieu récemment, sachant que je vous rappelle que le créateur de Pokémon Satoshi Tajiri, en dehors d'adorer les insectes, était quand même assez fan des Kaiju. Donc bon, il n'y a pas non plus photo là-dessus. Le fait que les géants avec les gros mechas aussi, avec les mechas, là, c'est littéralement tout ça des sources d'inspiration pour le Dynamax et le Gigamax. Il n'y a pas photo. Donc bon, voilà quoi. Oui, c'est des sources d'inspiration, voire des hommages. Pour répondre au suprême là. Passons à présent au Terra Crystal. Vous allez me dire, ça n'inspire rien du tout. Si, ça inspire des trucs. Les armures, tout simplement. Oui, je parle bien d'armures. Les Power Rangers, par exemple, quand ils se transforment, ils obtiennent une espèce d'armure. Les Magical Girls aussi, enfin les magiciens, dans certains trucs sur la magie aussi, car bon, la transformation passée d'humain en tenue transformée, bref, ça modifie un peu l'apparence, pas forcément totalement, et on a cette idée dans la Terra Crystalisation, les armures, bon, un peu à la chevalerie, etc. Du coup, voilà. Il y a d'autres sources d'inspiration. Et puis là, quand on voit Tsukimichi avec l'armure de Mana, on se base sur les animés, mais on peut aussi se baser sur les light novels. Ça serait pas surprenant que ça ait renforcé l'idée de la Terra Cristallisation. Certains vont se demander pourquoi j'ai parlé des transformations de Power Rangers ou de Magical Girl. Tout simplement parce que Ogarpon et Terrapagos, eux, ont des fins spécifiques. Bon, d'ailleurs, je pourrais revenir là-dessus aussi avec le DLC. On pourrait nous rajouter d'autres formes spécifiques de Terra Crystal pour d'autres Pokémon. Et puis, l'insigne surpuissant, je suis désolé, quand on voit qu'en général, c'est lié à la Terra Cristallisation, à des Pokémon cristallisés spécifiques, on peut facilement supposer que le mode surpuissance ou limite break vient aussi de là. Sachant qu'on a aussi un lien pour la Terra Cristallisation qui permet de changer de type, Donc bon, voilà quoi. Il y a aussi du potentiel par rapport à ça. Pour moi, toutes les mécaniques n'ont pas encore dévoilé tout leur potentiel. Parce que déjà dans le côté stratégique, ça a quasiment été banni tout de suite les deux dernières. Parce que on veut jouer à l'ancienne, entre guillemets. Et même si certains essayent de trouver des solutions pour quand même annoncer et des utilisations dans le format stratégique. C'est vraiment un débat qui tourne. Qu'est-ce que pourrait être la prochaine mécanique? Bon, on pourrait imaginer en lien avec les avatars dans les jeux vidéo, par exemple. Après, à voir ce qu'ils nous diront, mais dites-vous qu'il y a toujours des raisons à telle ou telle chose. Sinon, mon avis pour Écarlate et Violet, moi j'ai vraiment apprécié jouer à ces jeux comme Épée, Bouclier, Légende Arceus. J'ai senti la même passion que j'avais quand j'étais gosse en jouant aux premières générations. Et ça, le problème, c'est que pour ces 2-3 précédents jeux, ça a été un peu cassé pour certains par rapport au graphisme. Mais bon, on verra bien ce que l'on verra. Pour moi, ça m'inquiète pas plus, et pour moi, c'est aussi une des raisons du succès de Pokémon. Si on n'a pas forcément de nouvelles de Satoshi Tajiri, ça veut pas dire qu'il travaille pas sur les jeux, plus du tout sur les jeux Pokémon. Pour moi, il travaille encore dessus, mais il cherche à vivre tranquillement parce qu'il a
créer un truc qui le dépasse totalement. Et dans Pokémon, on a une certaine magie qu'on retrouve pas forcément dans toutes les œuvres. Ce qui amplifie le côté transgénération, trans-époque. Donc bon, voilà quoi. Il n'y a pas trop à s'inquiéter. Et là-dessus, laissons-les tranquilles avec leur année de pause, quoi qu'on n'ait pas à l'abri d'annonce d'un jeu spin-off sur console là au mois d'août, parce que on a déjà eu des jeux spin-off annoncés pour octobre ou novembre, juste en juillet ou en août. Donc bon, avec Pokémon, on peut s'attendre à tout. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine. Au revoir.